Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans VO, l'émission cinéma du campus. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'elle est en collaboration avec le Festival Histoire et Cité et j'ai le plaisir de recevoir Ritipan, réalisateur franco-cambodgien qui est l'auteur de L'image manquante. Bonjour Ritipan. Bonjour. Bienvenue dans VO. Votre film, il a quelque chose d'un petit peu particulier. Pour la première fois en fait dans votre filmographie, vous êtes revenu sur le génocide que vous avez vécu, qui vous a arraché votre famille, non pas à travers uniquement des images d'archives, mais à travers un dispositif que vous avez inventé, des petites figurines de glaise qui étaient sculptées à la main, modelées et peintes, et qui vous ont servi à réincarner en fait les corps des disparus. Avec de la terre et de l'eau, avec les morts, les rizières, avec des mains vivantes, on fait un homme. Comment vous est venue l'idée de ce dispositif ? L'idée est venue un peu par hasard, en fait en cherchant un peu les moyens de parler de ces morts. Si je n'étais pas impliqué aussi personnellement dans ce génocide Khmer Rouge, peut-être j'aurais pu faire jouer un acteur, comme Spielberg a fait, d'autres avant lui le font. À partir du moment où vous êtes très personnellement touché par cette histoire, c'est toujours très difficile de diriger un acteur ou une actrice, de dire comment mourir, comment souffrir ou comment dire les choses. Peut-être j'y arriverai un jour, mais je ne sais pas encore le faire. Mais en fait, L'image manquante, c'est un film qui était venu. Ce n'était pas le film que je voulais faire. Je voulais faire un autre film, en fait, au départ. Sur les caméramens du régime. Voilà, c'est sur l'image archive, en fait. Analyser les images archives et voir comment on fabrique l'image propagande, par exemple. Et donc, j'ai travaillé avec les photographes et les caméramans Khmer Rouge. Et puis après, à un certain moment, on est arrivé à cette figurine-là plutôt comme une étude. Hein, on a fait ça comme une étude, mais puis voilà, cette idée est surgie d'utiliser de la glaise, faire ces figurines avec les mains, ne pas l'animer, mais ce sont des petites statuettes, quoi, mais qui a une expression assez forte pour incarner un personnage. Comme si vous faites un statue de Bouddha ou autre chose, ou un masque africain, où soudainement c'est devenu, il y avait un esprit, quoi, dans chaque objet, c'est devenu sacré presque. Voilà, c'est il me paraît évident qu'il y a une possibilité vraiment de construire une histoire, une narration avec ces figurines. Et voilà, j'ai changé de film, je fais un autre film, voilà, ça donne l'image manquante, et donc tout est fabriqué à la main, comme disait le texte, séché au soleil, c'est quelque chose d'assez démiurgique, qui est né de la main, quoi, né d'une volonté, d'une rêverie aussi. Je ne sais pas si le spectateur s'intéresse à des philosophes comme Gaston Bachelard, il parle assez bien de rêverie des éléments, quoi, de l'air, de songe, de l'eau. Et j'aime beaucoup cette idée de faire du cinéma un peu avec une pensée bachelardienne pour fabriquer les images. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez élémentaire dans la composition de ces figurines. C'est de la glaise, un peu d'eau, elles ont séché à l'air, au soleil. Vous ne les avez pas cuites, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas fait cuire. C'est des figurines qui est née comme ça, puis après quelques temps, il retourne à la terre. Il appartient aux éléments, quoi, à la Et nature. c'était important pour vous, cette finitude ?
C'est c'est plutôt l'éternel, là. C'est pas infinitude, c'est quelque chose qui est un cycle, quoi. On est poussière, on est de poussière, on retourne à la poussière, puis on renaît, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est avec nous, quoi. Ouais. Ouais, quelque chose d'un peu, enfin, de très simple, presque enfin, faussement naïf, mais quelque chose d'enfantin aussi dans la forme qu'elle prenne. C'était important pour vous pour raconter cet épisode de votre enfance? Non, c'était plutôt... Oui, le film parle de l'enfance, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a cette forme de poésie presque naïve. Et j'aime bien hein, la naïveté, en fait. Hein. J'aime bien cette chose précieuse de l'enfance, quoi. C'est cette naïveté poétique. C'est un geste presque gratuit. Et j'aime l'idée de cette grâce puisse être incarnée par les figurines. Quoi. Oui, il y a toute cette poésie, mais comme vous l'avez dit, il y a quelque chose de presque mystique, il y a quelque chose de l'ordre de l'animisme un peu dans votre rapport avec ces figurines. On a presque l'impression qu'elles font revivre un peu les fantômes de la mémoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'exorcisme pour vous, pour exorciser peut-être ce génocide que vous avez vécu, qui vous a arraché votre famille et puis qui laisserait peut-être de la place à d'autres souvenirs, peut-être un peu plus légers, un peu plus colorés, plus joyeux, avant que le génocide survienne? Non, je crois que le film c'est une étape dans mon travail. Oui, on peut penser comme ça, c'est une manière de faire le deuil, de retrouver l'enfance, de même de rendre l'enfance sublime, hein, presque. Hein. Mais parce que ça me manque, ça nous manque. Hein. Mais c'est une étape. Hein, on ne pourra pas tellement vivre comme si rien ne s'est passé. Quoi. C'est pour ça que quand on commence chaque guerre, il faut faire attention. Quoi. Après, pour pacifier, c'est pas seulement reconstruire les immeubles, c'est aussi pacifier les âmes, soigner des blessures hein, que chacun, dans chacun. Quoi. Donc c'est long et donc le film c'est une étape de la guérison. De la guérison, je sais pas, j'aurais bien aimé, mais on ne guérit pas tellement, on meurt avec. En fait, on meurt avec cette histoire, on meurt avec certaines douleurs. Je cherche même plus à guérir quoi que ce soit. J'ai plutôt pensé à autre chose en faisant ce film. Je préfère plutôt penser je sais pas, c'est comme si je fais quelque chose de bien, vous voyez. J'aimerais bien, comment vous dire que à chaque jour, il faut quand même essayer de penser à une pensée bien. Parce que si on se lève et puis on pense au mal, vous allez mourir avec le mal, comme dernière pensée. Pour résister à la noirceur. Oui, mais surtout, c'est un entraînement, hein, c'est un entraînement, quoi. C'est une sorte de... Voilà, tous les jours, vous devez penser au bien, quelque chose de votre enfance, une fleur, hein, du beau temps, vos parents, je sais pas. Et puis, au moment où vous mourrez, vous avez une idée, quelque chose de bien avec vous. Et là, vous êtes libéré. Voilà, si on parle de guérison, c'est plutôt dans ce sens-là. Un geste cinématographique, c'est aussi un geste de bien. De création. Geste de création, mais geste de bien, c'est une forme de résistance contre le mal, même si vous racontez l'histoire qui est compliquée, qui est douloureuse. Mais il faut que l'idée du bien soit présente, la grâce soit présente, la poésie reste présente. Donc Ritipan, ces figurines de glaise, vous les faites dialoguer avec des images d'archives, parfois en allant jusqu'à les superposer en fait aux extraits des films de propagande. Comment est-ce que vous avez pensé cette dialectique? Moi, je ne suis pas un philosophe, hein. Je ne suis pas du tout, même pas un esthète, quoi, même pas
Non, je travaille plutôt avec des choses du genre l'ordre du rêve, rêverie. Finalement, dans les rêves, vous avez des rêves. Il y en a qui rêvent, qui fait déjà des images superposées dans les rêves déjà. D'autres qui rêvent en noir et blanc, d'autres qui rêvent sans son, d'autres qui rêvent avec son, d'autres qui rêvent en couleur. Moi, je suis plutôt attaché à des rêveries et c'est plus dans le. Et puis je laisse, il y a d'autres métiers qui sont d'autres gens, des journalistes, des chercheurs, tout ça, qui sont plutôt aptes à des analyses, des psychanalyses, tout ça. Mais déjà, faire un film, c'est super compliqué déjà. Donc, c'est plutôt un collage, vous voyez, c'est ce que fait Chris Marker ou Godard avant moi. J'ai rien inventé. Hein. Je ne fais que continuer, répéter, continuer, même parfois voler. Tout ce qui est bien, je vole tout, moi. Je cite tout, je pique tout. Et voilà, c'est à partir du moment où on a les outils, les archives, et les images, et à partir du moment où on met quelques repères éthiques et moraux, une forme d'éthique, de ne pas faire n'importe quoi quand même. Après, on est assez libre en fait. Moi je crois que ce que j'ai appris de toutes ces années-là, ce que j'essaie de construire pour moi-même, c'est une forme de liberté. Et c'est peut-être cette liberté de créer qui peut-être me permet vraiment de continuer mon travail ou achever, je n'oserais pas le dire, mais de continuer mon travail, quoi. Oui. D'une certaine manière, on a l'impression que vos images viennent révéler une vérité cachée derrière d'autres images, les images de la propagande, de l'encart. Le régime Khmer Rouge, il a beaucoup œuvré pour créer l'illusion d'une révolution qui avait fonctionné, qui avait été positive. Et à un moment du film, d'ailleurs, on entend que la révolution n'existe qu'en images. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces documents de propagande, on touche là aux limites du médium visuel ? Dans chaque image, et spécialement l'image propagande, il y a une deuxième couche, quoi. Alors, j'aime prendre une image, puis après reconstruire mentalement, intellectuellement, son environnement. Par exemple, je peux prendre une image pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'Union Eiffel, par exemple, et je peux essayer de lire beaucoup de choses et voir autre chose autour du Troisième Reich, par exemple. J'ai dit l'Union Eiffel parce que c'est une image de propagande pas excellente, quoi. La race aryenne, et c'est très intéressant de prendre une image comme ça, ou même d'Eisenstein. Certains films d'Eisenstein, c'est aussi un film propagande, génialement fait. D'ailleurs, quand ils se mettent à vouloir faire son propre film, l'État soviétique lui donne plus d'argent. Donc, cette l'ingéniosité, il est coupé. Et quand vous voyez ces images-là, cette création-là, et après, vous le mettez dans le contexte politique de l'époque, c'est intéressant. Vous allez apparaître les choses qui sont dites, évidemment, mais les choses non dites aussi. Quand vous prenez les gens comme Vertov, par exemple, vous avez d'autres choses. Est-ce qu'il fait la propagande ou il fait la contre-propagande ? Parfois, son image, par exemple, les ouvriers qui travaillent dans les mines, par exemple, comment on entraînait les ouvriers à courber, c'est comme un gymnastique, quoi. Puis on les envoie dans les mines après. Est-ce que c'est pour contredire le socialisme de l'époque, le communisme de l'époque, ou aujourd'hui, oui, on peut prendre l'image là pour contredire.
parfaitement on les bien. regarde Voilà. suffisamment bien, ces images, en fait, elles peuvent révéler leur ambiguïté. Oui, non, deuxième, une nouvelle signification qu'on donnera. Non, en fait, je donne n'importe quelle signification à n'importe quelle image, en fait. Il suffit que, et ça s'appelle le montage. Le montage est politique. Le montage est profondément politique. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'avoir cette liberté de monter les films, de monter les images, de les juxtaposer, de les superposer, voilà, ça c'est assez illimité, quoi. Témoigner tout court, tout le monde peut faire. C'est pas compliqué. On peut faire en peinture, on peut faire en écriture, on peut faire en cinéma, on peut même faire. Mais il faut arriver à faire quand même. Il faut un acte cinématographique fort, une proposition cinématographique. Je dis cinématographique parce que je fais des films, mais si j'étais écrivain, je dirais qu'il faut une proposition littéraire quand même. Il faut que la création soit partie prenante du travail, quoi. Elle ne doit pas juste être au service en fait du témoignage, elle doit exister. Oui, elle doit exister. Et qu'est-ce qui... Moi, j'essaye, à chaque film, j'essaye de dire, voilà, je peux pousser un petit peu de limite ou pas. Parfois, on ne peut pas, hein, on répète certaines choses, je ne suis pas très content parfois, mais puisque je trouve que c'est fastoche, je peux faire ça quand je veux. Donc, c'est prendre le temps, quand c'est prendre le temps, que c'est très difficile à écrire de votre intention cinématographique. C'est mon grand problème d'ailleurs, parce que avant j'écrivais énormément, mais maintenant j'ai de moins en moins à écrire. C'est pas du tout. Je joue avec ça, c'est pas ça, c'est que j'arrive pas, quoi. J'arrive absolument pas. Et, alors j'écris n'importe quoi, et après le film c'est autre chose. L'image manquante c'est parfaitement l'exemple. Imagine, j'ai écrit un projet, il dit je vais raconter l'histoire de mon enfance avec l'image qui fait petite statuette fabriquée en glaise qui bouge pas, où on est dans l'époque de stop motion ou en 3D, 3D, etc. Personne ne donnera un centime pour le faire, ce film. Personne ne donnera un centime. Aucun investisseur mettra un centime dedans. Donc, je ne suis pas en train de dire aux jeunes cinéastes de ne pas écrire, c'est pas ça, c'est que il faut écrire, mais il faut chercher toujours. Il faut chercher toujours, oui, il faut inventer, il faut trouver une forme, et parfois il faut surtout se donner cette liberté de faire ce que vous semblez juste, vraiment important, quoi. On a presque l'impression que chez vous, le cinéma, c'est comme l'alpha et l'oméga de la mémoire, en fait. C'est le lieu où elle est matérialisée, où elle est créée d'une certaine manière par les artistes, où elle est conservée aussi, en dépit des hommes, en dépit des éléments. Il y a des images dans votre film de pellicule qui sont presque fossilisées, qui évoquent un peu cette conservation. Et c'est aussi le lieu où la mémoire est transmise aux plus jeunes générations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La mémoire, c'est un travail, quoi, en fait. C'est un travail permanent, quoi, de tous les jours. Donc, si on peut transmettre, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut encore transmettre, hein? Alors, il faut une éducation aussi avec l'image. Il faut apprendre à lire des images aussi. Il devrait avoir un laboratoire de recherche dans toute l'université pour ça. Parce que l'image d'aujourd'hui va tellement vite que on participe même à la banalisation, à l'effacement, quoi. Quand on filme maintenant, les jeunes gens filment, ils coupent même plus de caméra, quoi.
il n'y a plus de plan. Donc, on met en marche, puis on court. Là, vous avez la guerre en Ukraine, il y a une multitude d'images qui arrivent. Puis c'est touchant en même temps, quoi. C'est assez émouvant que ces jeunes journalistes qui sont... Il y a des tonnes, des centaines de jeunes journalistes qui sont allés au fond. Il faut faire attention aussi d'un autre côté. Il dit, apprenez à prendre la distance, à regarder, à analyser. Et c'est devenu une guerre aussi, l'image. Oui. Et alors, on transmet quelle image? On transmet quelle mémoire? De quelle partie? Tout est sujet à des trucages, à des montages, à des différents points de vue. Je passe plus mon temps à vérifier les sources qu'à regarder l'image. Mais cette donnée-là va accumuler. Quand vous êtes aujourd'hui, vous savez encore. Vous essayez de comprendre parce que vous êtes en plein d'actualité et vous êtes à la fois dedans et je me dis en même temps qu'il faut bien vérifier les choses, mais dans 20 ans, ces images, il est là, mais ils sont dans un espèce de magma des bases de données. Et lequel est la mémoire? C'est pour ça qu'il faut les contextualiser tout le temps. Quand je disais tout le temps, vous prenez une image, il faut remettre l'environnement politique, social, économique de cette image-là. C'est comme ça que je travaille. Hein. Et j'espère que ce que je transmette, qui est de mon point de vue, finalement, on fait du cinéma, on fait des films, on n'est pas la vérité. La mémoire, c'est pas la vérité. La justice n'est pas la vérité. La mémoire, c'est un travail, c'est mon point de vue. C'est ma mémoire, c'est mon ressenti à moi, je transmettre. Est-ce que elle vaut quelque chose? Je ne sais pas, j'espère, mais sinon c'est pas grave. C'est pas grave, on fait pas. Je fais ce que je peux. Et après c'est à chacun aussi d'essayer de nourrir ces images de sa vérité, sa propre vérité, quoi. C'est ça qui m'angoisse plus qu'autre chose, que c'est pas... C'est justement... on me dit que le numérique va faciliter mon travail, c'est vrai. Ça, on peut mettre 3-4 caméras avec une petite carte mémoire comme ça, on a des heures. Mais en même temps, le numérique, les TikTok, Ça enlève de la valeur aux images d'une certaine manière, ça permet de les produire en masse. Ça ouvre aussi à pas mal de choses qui sont... ça ouvre, je sais pas, j'ai l'impression que chacun montre plutôt son ego que l'histoire. J'ai l'impression que chacun plutôt... on est dans l'immédiateté, on n'est pas dans le temps de l'histoire, on n'est pas dans le temps de l'image, on n'est pas dans le temps de réflexion. Et c'est cette immédiateté qui est constamment, quoi, là, tout le temps, tous les jours, enfin, personnellement, ça m'angoisse. Et cet esprit critique vis-à-vis des images, c'est quelque chose que vous souhaiteriez que les collégiens qui vont voir votre film... vous souhaitez qu'ils aient ça en tête, en fait, au moment de visionner votre film? Vous savez, dans les lycées, maintenant, ils ont chacun un téléphone portable. Hein. Même les gens qui gagnent $1 par jour pour vivre, ils ont un téléphone portable avec des images dessus. Donc, on est inondé par les TikTok, par les Facebook, par les tweets, par les Instagram et tout ça. Donc, il faut que l'image devienne une pédagogie, quoi, une forme de... Comme vous allez... avant, on fait des fiches de lecture sur Flaubert, quoi. Voilà, il faut qu'on accepte que on est dans cette civilisation est bourrée d'images et qu'il faudra que les profs de langue ou de profs de littérature ont leur cours de fiches de lecture sur les films, quoi. Sur les films classiques, sur les films d'aujourd'hui, sur comment regarder les films, qu'est-ce que c'est le temps
qu'est-ce que c'est le temps dans une image, qu'est-ce que c'est les rêveries dans une image, qu'est-ce que c'est le son. Voilà, c'est l'idéal, c'est ça, quoi. C'est donner la possibilité aussi que le cinéma fait partie de l'éducation, de la culture, quoi. Ouais. Il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour ces jeunes qui regardent votre film? Non, moi je dirais qu'il y a de tout. Vous avez plein de films, vous avez maintenant plus de 100 chaînes, au moins 280, 200 chaînes. Moi je ne sais plus combien de chaînes dans une télé, tellement c'est long, je passe. Chaque fois je vais dans un pays, je passe mon temps à faire ça pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Et c'est sans fin ce truc-là. Plus j'appuie, plus les images sortent. Et beaucoup de bêtises, beaucoup de banalités. Moi, je dirais aux jeunes, offrez-vous une fois par semaine, je sais pas, 1 heure et demie, et regardez sur grand écran, qu'est-ce que c'est l'image. L'image, c'est grand comme ça, c'est pas comme ça. Hein. Vous n'avez pas passé votre vie à baisser la tête, quoi. Sur un petit écran comme ça, il faut lever la tête, il faut être un peu digne, regarde lointain, et ne regarde toujours pas. Même physiquement, vous regardez votre nez, quoi. Vous regardez votre nez, vous regardez votre doigt, quoi. Rêve à l'horizon, quoi. Et la pensée dans l'image, elle est vaste. Une image du cinéma, elle est vaste, elle est grand, quoi. Le son, il est dans l'espace, quoi. Il est là, quoi. Offrez-vous ce luxe. Vous avez la possibilité, il y en a plein qui n'ont pas, mais vous avez possibilité, faites-le. Merci beaucoup. Merci.